à tous d'être encore là, enfin, surtout les gens en distanciel, les gens en présentiel. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième session de cette journée. Et la première présentation de cette session, ça va être donc Timbo Christine Sombono, qui va nous présenter les objets et leur traitement dans la stratégie de lutte contre la Covid-19. Donc, même format que tout à l'heure, une présentation de 15 minutes suivie d'une séance de discussion où vous pourrez poser vos questions pendant 20 minutes. J'invite les gens à distance à poser leurs questions dans le chat dès qu'ils le souhaitent. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Merci à ceux ici présents et à ceux qui sont en ligne. Il est question ici de parler des objets et leur traitement, dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 en Guinée. L'épidémie de la Covid-19 est apparue en Guinée le 12 mars 2020. Ça ne marche pas la diapositive. Après, ça ne marche pas. Voir si on... voilà. Maintenant, ça va. Vas-y. Je reviens pour dire que l'épidémie de la Covid est apparue en Guinée le 12 mars 2020. Plus de 11 000 cas confirmés de mars en octobre, dont 70 cas de décès et plus de 10 000 guéris. En République de Guinée, les premières victimes de la Covid étaient les élites du pays. En ce moment, la Guinée n'avait qu'un seul centre de traitement épidémiologique fonctionnel. C'est le centre de traitement épidémiologique de Donka et de Nongo. C'est dans ce centre également que la prise en charge des élites malades de Covid devrait être faite. C'est bon? Devrait être faite. Mais le confort n'y étant pas, certains parmi eux n'ont pas voulu que leur prise en charge soit faite dans ce centre de traitement. Donc, ils ont préféré que leur prise en charge soit faite au niveau de leur domicile. Le gouvernement, voyant le risque que va courir ces personnes en faisant leur prise en charge à leur domicile, a pris la décision de réquisitionner l'hôpital national Donka pour en faire un centre de traitement épidémiologique. Également, 4 services de cet hôpital national Donka ont été mis à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire chargée de la gestion de la Covid en Guinée. Ce dernier, à son tour, a confié la gestion du centre de traitement de Donka à l'ONG humanitaire Alima. Progressivement, avec l'évolution de la maladie, ces 4 services, il y a 3 services qui ont été fermés parce que le nombre de cas positifs de la COVID diminuait progressivement. Donc, il est resté le service de pédiatrie comme centre de traitement épidémiologique de Donka. C'est dans ce service de pédiatrie que l'enquête est en train d'être déroulée. Dans ce centre de traitement, le constat est que les objets sont au cœur de la gestion de la COVID. Sont au cœur de la gestion de la COVID. Ça bouge pas là. Oui, c'est parce que Et la gestion du risque est basée sur la gestion de ces objets. La question qu'on se pose ici alors est comment les objets et leur traitement entrent dans la stratégie de lutte contre la COVID-19 au CTP de Donka. Pour répondre à cette question, je vous propose juste de faire une pause 1 seconde. On a un petit problème d'affichage.
Et après, on va reprendre la présentation de Thibaut. Désolée pour cette perturbation. Ça. C'est bon, on va reprendre. Je réponds au début? Non, tu reprends de la continue de ta question. Vas-y. Voilà. Je disais qu'il était question alors de comprendre comment les objets de traitement participent à la stratégie de lutte contre le COVID-19 au CTP de Donka. Pour répondre à cette question, nous avons cherché à savoir le rôle des objets dans la prise en charge de la COVID-19, comment ces objets sont gérés et la perception du personnel par rapport au risque de contamination de la COVID à travers la manipulation de ces objets. C'est une étude ethnographique qui s'est déroulée de septembre à octobre 2020. À travers les observations, les entretiens individuels approfondis et les conversations informelles avec le personnel soignant. Les objets ont un rôle très important dans la stratégie de lutte contre le COVID-19 dans le centre de traitement épidémiologique de Donka. C'est pourquoi nous allons vous dire aujourd'hui quels sont ces objets qui sont utilisés dans le centre de traitement, comment ils sont utilisés, par qui et sur qui ils sont utilisés et comment ils sont gérés. Dans ce centre, nous avons des objets professionnels qui se résument en objets de soins et en équipements de protection individuelle. Comme objets de soins, nous avons les saturomètres, les tensiomètres, les thermoflash et les boîtes à pansement. Ces saturomètres, ces objets de soins sont utilisés par les personnels soignants, qui peuvent être des médecins ou des infirmiers. Ils les utilisent lorsqu'ils rentrent dans la salle d'hospitalisation des malades pendant les visites pour le contrôle des paramètres vitaux des malades. Et les équipements de protection sont les tuniques, les casaques, les combinaisons, les écrans faciaux, les bottes, les tabliers, les bonnets, les lunettes, les gants et les masques chirurgicaux. Et ces équipements de protection dans le centre de traitement de Donka sont classés en deux types. Nous avons les équipements de protection qui sont recyclables et les équipements de protection qui ne sont pas recyclables. C'est-à-dire, ici, nous avons les tuniques, les casaques, les écrans faciaux, les bottes, les tabliers et les lunettes qui sont recyclables pour en faire un second usage. Par contre, les masques chirurgicaux, les gants, les combinaisons et les bonnets sont à usage unique. Ces objets professionnels pour le personnel soignant constituent un risque de contamination de la COVID-19. C'est pourquoi ils prennent toutes leurs mesures pour éviter le risque de contamination de la COVID. À travers la désinfection sur le champ même dans la salle des objets de soins et la décontamination des équipements de protection en dehors de la salle des salles d'hospitalisation des malades. C'est-à-dire les saturomètres, les thermoflash, les thermomètres sont désinfectés à travers le sulfanios. Le sulfanios est l'association de la solution chlorique et du sulfate de sodium. Maintenant, les boîtes à pansement, quant à elles, sont stérilisées après chaque geste. Maintenant, les équipements de protection, eux, sont pulvérisés, décontaminés, nettoyés et gardés à l'équipe de gestion pour en faire un second usage. En dehors des objets professionnels, nous avons aussi les objets populaires. Mais ces objets populaires, en eux, sont aussi
court aussi un risque, mais le personnel de santé minimise ce risque. Et pourtant, il y a bien sûr un risque de contamination lorsque ces objets circulent d'une personne à une autre. Nous avons par exemple les téléphones. Les téléphones sont des objets populaires qui sont gardés avec les médecins, mais dont les gestes ne sont pas contrôlés quand il s'agit de les manipuler. On a les registres et les stylos. À la rentrée du centre de traitement de épidémiologie de Donka, il y a un registre pour tout le personnel. Dans ce registre, le personnel qui vient marque son heure d'arrivée et son heure de départ. Mais le constat est que ce même registre est manipulé par plusieurs personnes avec un seul stylo. Donc, mais ça, le personnel ne mesure pas le risque comme perçu par rapport quand il doit rentrer dans la salle où sont hospitalisés les malades. Donc, les repas également, au sein du centre de traitement épidémiologique, le gouvernement, l'ANS, offre les 3 repas aux malades. Mais en dehors des repas offerts aux malades, il y a les repas qui sortent externe, qui viennent du volet externe pour les malades. Et ces repas viennent emballés. Ils sont pulvérisés lorsqu'ils sont emballés pour les faire rentrer dans les salles des malades. Mais le malade qui manipule le bol en consommant ce repas, à la sortie, ce même bol-là est pulvérisé, mais lorsqu'il est emballé. Donc là, le personnel du centre de traitement épidémiologique de Donka, perçoit le risque de cet objet lorsque l'objet est à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, il ne perçoit pas le risque. Le risque, alors, est plus perçu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que la personne qui prend ce bol pour envoyer en famille ne peut pas prendre toutes les mesures pour éviter la propagation du virus. Maintenant, après les objets populaires, nous avons aussi la façon dont l'équipe de gestion, c'est-à-dire l'institution Alima, rend visible le risque de contamination de la COVID-19. Il rend visible le risque de contamination de la COVID-19 à travers la mise en place de la jaune rouge et de la jaune verte au sein du centre de traitement. C'est-à-dire la jaune rouge est tout espace où siègent les malades, où sont hospitalisés les malades. Cette jaune est considérée comme une jaune sale, infectée et une jaune dangereuse. C'est pourquoi la dénomination de la jaune rouge. Par contre, la jaune verte est tout espace réservé pour le personnel de santé, c'est-à-dire les bureaux des médecins, et les vestiaires des médecins, etc. Maintenant, la matérialisation d'une frontière et le rituel de passage mis en scène qui est la décontamination, ça ici, on voit un processus de décontamination des équipements lorsque le personnel s'habille pour rentrer dans la salle où sont hospitalisés le malade. À son retour ou à sa sortie, il y a tout un processus de décontamination qui est là, qui commence par la pulvérisation de tous les équipements que porte le personnel jusqu'au nettoyage et à la décontamination. Donc, tout ce processus, l'institution met ce processus-là pour rappeler au personnel que vraiment le risque de contamination reste vivant au sein du centre de traitement. Et les objets exactement sont traités de la même façon parce qu'il faut toujours pulvériser, il faut toujours décontaminer et pour en faire un second usage pour les objets qui sont recyclables. Les objets qui ne sont pas recyclables, eux, on les met directement à la poubelle. Vous voyez les 2 images qui sont là. Ici, nous avons les bottes qui sont lavées, décontaminées et mises à sécher au soleil. De l'autre côté, nous avons les casaques, les lunettes, lavées et décontaminées. Ces 2 types d'objets sont tous recyclables. Maintenant, nous allons discuter 3 points ici, à savoir le rappel de la présence du risque par les gestionnaires, c'est-à-dire l'institution Alima, et la différence de la gestion du risque entre le personnel soignant
et entre le personnel et le malade, et entre le malade et le malade. Et la gestion du Covid à l'image de Ebola. Et nous allons également parler de la temporalité des pratiques. Le risque est vraiment présent au sein du centre de traitement épidémiologique. Ça se fait voir à travers la mise en place de tout le processus de contamination. Donc, l'institution rend visible le risque en imposant les pratiques et le personnel incorpore le risque en rendant visible par le corps. Donc, il respecte ces pratiques pour dire aux gens, attention, le risque existe encore. Donc, l'objectif ici, c'est de soigner sans se faire contaminer. Donc, mais il y a une différence de perception entre le personnel et le personnel, parce qu'entre eux, ils n'ont aucune mesure pour dire que oui, il y a le Covid. Vraiment, respectons les gestes barrières, ne faisons pas tel geste ou tel geste. Entre eux, ils sont en famille, le personnel, ils se communiquent sans bavette et il n'y a pas de distanciation physique, sauf dans la cour où le port de masque est obligatoire. Mais entre eux, dans le bureau, ils ne font pas cas. Par contre, lorsqu'il s'agit de rentrer dans la salle des malades pour la visite ou pour le contrôle des paramètres, personne d'entre eux ne se trompe de rentrer de façon naturelle. Ils prennent tous leurs dispositions pour s'habiller convenablement, comme le règlement intérieur le dit, pour rentrer. Donc, ils perçoivent le risque plus sévère dans les salles d'hospitalisation, parce que là, c'est les malades qui sont là-bas, et moins sévère lorsqu'ils sont entre eux. Et pourtant, le risque existe partout. Maintenant, les malades entre eux, ils trouvent que vraiment, ce risque-là, ils sont tous de même, ils ne voient pas le risque de Covid quand ils sont entre eux. Ils ont les mêmes problèmes, ils sont stigmatisés de la même façon et ils ont presque les mêmes maladies. Du coup, ils ne font pas de différence pour dire « Ah, moi, je me méfie de tel ou tel parce que tel est malade ou pas. » Donc, ils sont en famille, c'est les mêmes personnes. Mais par contre, lorsqu'il y a un nouveau malade qui arrive, comme la prise en charge de la Covid est progressive, donc les anciens pensent qu'ils sont proches de la guérison. Ils se méfient des nouveaux qui arrivent pour ne pas encore faire revenir leur tableau clinique. Maintenant, avec la gestion de Covid, on remarque dans le centre que vraiment c'est le copier-coller de la maladie à virus Ebola. Le risque est géré de la même façon. De la même façon. Au début, c'est-à-dire de l'épidémie, toutes les personnes, la majeure partie des agents qui travaillent dans le centre ont eu des expériences pendant Ebola. Cela même a été un atout dans le recrutement du personnel. Donc, du coup, ils ont dit, bon, les deux sont des épidémies. Ne connaissant pas les épidémies, on les gère comme on les voit, comme on les gère de la même façon. Donc, ils se sont servis de leur expérience pendant Ebola pour agir dans la riposte contre le Covid-19. Les objets sont traités de la même façon. Et en plus de ça, à mesure que les connaissances évoluaient, ils se sont rendus compte que les deux maladies étaient vraiment différentes. Donc, il faut gérer à part entière. C'est là maintenant on parle de la temporalité des pratiques. Quand vous voyez les deux photos qui sont là, la première est la façon dont le personnel s'habillait au début, vers les mois de mars à juillet. Ils utilisaient des combinaisons. Parce que typiquement, c'est Ebola. Donc, on a géré l'épidémie Ebola comme ça. On se met dans la peau d'Ebola pour gérer Covid. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution des connaissances, il y a de l'autre côté, là où va habillage avec les Kazakhs, ils ont compris que vraiment, avec la Kazakh seulement, on peut s'habiller pour rentrer voir les malades. Donc, ils ont abandonné l'habillage avec la combinaison. En termes de conclusion, les objets utilisés sont à peu près les mêmes pendant Ebola. Et ces objets sont traités de la même façon. Le système de traitement des objets, de contamination des objets est la même chose
que pendant Ebola. Et le risque aussi est géré de la même façon. Donc, on voit ici, quand on est entre personnel, le risque n'est pas grand, mais par contre, avec les malades, le risque est perçu. Donc, on considère les malades comme des personnes qui sont là, qui sont infectées et qui sont dans les zones sales. Du coup, il faut se méfier pour ne pas être contaminé. Donc, la reproduction de la gestion du risque Ebola se fait remarquer dans la gestion du risque de la contamination de l'épidémie à COVID-19 par les acteurs sanitaires qui sont les mêmes qui ont géré l'épidémie Ebola à travers leurs expériences professionnelles. Avoir même une expérience dans la gestion d'Ebola était un atout pour le recrutement du personnel dans l'épidémie de la COVID-19. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Thibaut, parce que vraiment, ça n'a pas été facile entre les réparations, les écrans, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Allez-y. Ok, merci beaucoup. La perception du risque, je pense que c'est un problème qu'on a dans la population de façon générale. Quand on regarde, je prends l'exemple typique de la région de Kidal, de l'hôpital à Kidal, c'est un peu partout à Guinée. À l'hôpital de Kidal, c'est systématique le port du masque. Quand dès que vous entrez, c'est écrit partout, port du masque obligatoire, obligatoire. Mais à la porte même de l'hôpital, personne ne porte le masque. Alors, c'est comme si l'hôpital était un endroit, l'hôpital, c'est là où il faut se protéger, que ce soit le personnel, que ce soit la population, c'est seulement là. Mais dans la communauté, en dehors de l'hôpital, aussi bien le personnel médical que le reste de la population, personne ne porte le masque. Personne ne prend plus les mesures normales. Donc, la perception, je pense que c'est un problème qui est un peu global, sur lequel je pense qu'on n'a pas travaillé. Ça rejoint un peu le discours de ce matin, les questions de médicales psychologiques, sur lesquelles il faut qu'on soit intégré vraiment dans les questions de santé. Au début de la maladie, au mois d'avril, j'ai un collègue, un ami qui était à l'hôpital, de suivi. Je me suis dit, j'avais une proposition. Vu que l'hôpital, il y a suffisamment d'espace, pourquoi on ne créerait pas des salles individuelles que de mettre plusieurs patients dans une même salle? Pour ces questions, parce que justement, quand on est tous un peu petits, bon, j'ai le même problème que mon collègue, on est tous malades, c'est pas un problème, je n'ai pas besoin de faire des propositions. Mais peut-être, je n'ai pas peut-être la même concentration virale que d'autres collègues. Peut-être qu'on a peut-être la même souche, ainsi de suite. Donc, je me dis que c'était mieux, vu qu'il y a l'espace, d'avoir des espaces, des salles individuelles, justement pour ces questions de perception qu'on a parlé. Je peux aborder dans le même sens que monsieur. C'était Professeur Oumousso, j'étais au Fouta la semaine dernière. J'ai vraiment sidéré de voir combien de masques apportés. Pas du tout. Et surtout, c'est même qu'on sert. On est revenu comme avant. Il y a des cérémonies où des centaines de personnes se retrouvent et quand elles se voient, chacun serre la main. Donc, moi, quand on me tendait la main, je faisais comme ça. Et ils trouvaient ça insultant. Ils disaient que je venais contre. Je dis vraiment, pensez ce que vous voudrez. Je suis une personne âgée. Je ne peux pas m'exposer à attraper Covid avec vous ici pour rien. Donc, je ne serre la main à personne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Vous, socio-anthropologues, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à communiquer avec cette population pour qu'elle comprenne qu'ils aiment se serrer la main? Il faut qu'ils acceptent que pendant cette période, ils ne se serrent pas les mains. Pendant cette période, il faut qu'ils acceptent de porter le masque. Mais je pense que c'est vous, socio-anthropologues, qui pouvez nous aider à bien communiquer avec la population. Ça, je pense qu'il y a quelques présentations qui vont tenter d'y répondre cet après-midi, et notamment celle sur le cinéma, mais aussi
Ok, merci de votre présentation. Moi, je m'appelle à Paris 3. Alors, je peux avoir l'explication des zones rouges et zones vertes. Si je me rappelle bien, les zones vertes, c'est les réserves de santé. Les zones rouges, je me dis que est-ce que peut-être avoir aussi supporté aussi des gens, des patients qui sont en réanimation, je me dis que peut-être là-bas aussi subsidier, parce que la réactivité de la maladie n'est pas la même. Donc, une explication sur ça. Deuxième, sur habillage avec combinaison, où il y a une certaine une photo, vous avez vu que ça c'était au moment de l'Ebola, il y a une deuxième photo, c'est au moment de Covid. Et qu'au début, on ne portait pas de casque. C'est ce que vous avez dit, nos casques. Alors, est-ce que, parce qu'au début, il n'y avait pas de masque, mais on avait dit les masques, ça ne protège pas. Quel est le lien avec ça? D'accord. Merci. D'accord. D'autres questions? D'autres questions? Si on répondre, c'est des mauvaises questions. D'accord. Avec les commentaires. D'accord. Je remercie professeur Omoso pour son intervention, pour ses commentaires, et qui termine par la question de savoir qu'est-ce que nous, socio-anthropologues, nous pouvons faire pour que ces gestes que font la communauté ou la population changent. Je pense que c'est une étude qui est en cours, qui n'est pas encore finie. Justement, c'est l'objectif. Et vers la fin, c'est de ressortir un peu les recommandations qu'il faut pour que vraiment, même pas pour Covid, pour autre épidémie, que nous puissions changer de comportement pour faire vivre le risque à tous les endroits. Donc, pour le moment, cette question, je la réserve pour en faire des recommandations. Ou si mes aînés veulent approfondir en réponse, aussi, ils sont les bienvenus. Et par rapport à la question de Dr. Kernon, la première question qui est la jaune rouge, où il demande si les salles de réanimation font partie, n'est-ce pas? J'ai dit que oui, les salles de réanimation font partie parce qu'au centre de traitement épidémiologique de Donka, il y a deux types. Le service de réanimation est divisé en deux types. Nous avons ce qu'on appelle la réa suspect et la réa confirmée. Au fait, les malades qui viennent avec des comorbidités dans un état altéré sont accueillis dans la réa suspect lorsque leur statut COVID n'est pas confirmé. Mais lorsque leur statut COVID est confirmé et que l'état altéré est là, le malade désature, on le met dans la réa confirmée. Donc, les deux réanimations constituent un risque et on les considère comme les jaunes rouges. Parce que de l'autre côté suspect, on ne sait pas de quoi souffre réellement le malade. Donc, il faut prendre ces dispositions pour ne pas vraiment se tromper sur la personne. Et de l'autre côté, là où c'est confirmé, on sait déjà que là, le malade est confirmé de la COVID. En plus, la COVID, les autres comorbidités, ce qui fait que le malade désature est aussi un risque. Donc, il faut se méfier de tout ça. Et quand on doit rentrer pour faire la prise en charge ou le traitement ou donner les soins à ces malades, on doit prendre toutes les dispositions possibles à travers l'habillage et à travers même les gestes qu'on pose dans la salle pour ne pas contribuer à la propagation du virus. Donc, je veux ici conclure pour dire que
les services de réa, les 2 services réa confirmés et réa suspects sont aussi considérés comme les zones rouges, les zones infectées. Donc ça, c'est la première question que je réponds. La deuxième question, vous avez parlé de l'habillage. Au fait, la différence entre combinaison kazakh et si on portait les combinaisons, c'est parce qu'il n'y avait pas de kazakh. Ici, j'interviens pour dire que l'histoire de combinaison d'abord est venue de la mémoire d'Ebola. Au moment d'Ebola, nous avons tous vu et nous avons tous su que le personnel dans le centre de traitement s'habillait convenablement pour éviter la contamination du virus Ebola. Donc, ce sont les combinaisons qui étaient utilisées. C'est-à-dire qu'on couvre tout le corps, aucune partie du corps n'est exposée. Maintenant, avec l'arrivée de Covid, où le Guinéen pensait que ce sont les deux sont des mêmes épidémies, donc ne connaissant pas réellement c'est quoi la Covid, a d'abord embrassé ses premières pratiques pour aller contre le Covid-19. Mais au fur et à mesure, ce n'est pas parce qu'il y avait des Kazakhs qu'on utilisait les combinaisons, non. Les Kazakhs, la décision de changer les combinaisons aux Kazakhs est venue à partir de l'évolution de la connaissance sur la maladie à virus, sur la maladie de la Covid-19. Donc, ils ont compris que les 2 maladies, vraiment, ne sont pas de même. Donc, les combinaisons, regardez l'état du personnel qui porte les combinaisons. Il fait chaud là-dedans, et puis tout est fermé. Donc, dans les conditions difficiles, tu acceptes de donner les soins. Mais on accepte aussi parce que c'est ce qu'il faut. Mais s'il y a un autre moyen de donner les soins encore, sans encore souffrir de trop, je pense que c'est mieux de l'adapter. Donc, ils ont préféré laisser les combinaisons pour aller avec le Kazakh. C'est un peu ça que je voulais expliquer ici. Si vous avez compris et que vous êtes satisfait de la réponse. Et la question de la première question. Non, le docteur Maurice a fait un commentaire et je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas, de questions dans les commentaires. Donc, je tiens aussi bon et je prends note pour les commentaires. Merci à vous aussi également. Merci Christine. Avant de reprendre nos 2 questions, j'aimerais faire un petit commentaire et répondre d'une certaine façon à la question du professeur Moussa Basso. En fait, il y a une chose qu'on apprend dans la présentation de Christine, c'est d'abord que Covid a permis de se souvenir qu'il y avait un petit personnel qui avait été très investi pendant Ebola et qui avait été complètement délaissé. On a bien vu que les gens qui sont venus travailler dans Covid, que ce soit les hygiénistes ou les HP, étaient des gens qui attendaient un emploi depuis Ebola et qui ont trouvé une opportunité avec le Covid pour retrouver du travail. Personnellement, je connais beaucoup de gens qui étaient HP ou hygiénistes à Bonka, que j'avais rencontrés à Kékédou pendant Ebola, et qui, depuis Ebola, n'avaient pas retrouvé de travail. Donc, forcément, le fait de réemployer les mêmes personnes, les gens vont remettre en place ce qu'ils ont appris pendant Ebola. Alors, c'est à la fois une chance en termes d'efficacité, parce que les gens sont opérationnels tout de suite. Le problème, c'est que ce type de réinvestissement de pratiques et de savoir se fait sans un accompagnement réflexif. Et ça, c'est le rôle de l'institution. Ce qu'on a constaté, ce que Christine décrit très bien, c'est que de mars à juillet, on traite le Covid comme si on traitait Ebola. Personne ne prend vraiment en question le fait que le virus du Covid n'est pas le virus d'Ebola et que toutes les protections mises en place pendant Ebola ne sont pas nécessaires pour le Covid. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit réfléchir, à mon avis, sur qu'est-ce que c'est qu'une preparedness qui serait une preparedness réflexive. Qu'est-ce que c'est qu'une institution qui pense et qui, au lieu de remettre en action des modalités apprises pendant une épidémie, commence d'abord par se poser la question, au fond, de quoi s'agit-il, face à quel type d'épidémie suis-je confronté et comment mettre en place des dispositifs. C'était pour mon commentaire. Maintenant, je passe la parole à Sylvain Faye, qui avait une question à poser. J'imagine qu'il a sans doute des commentaires à faire dans la mesure où
il travaille avec son équipe aussi dans le CTE de Donka. Sylvain, j'essaie de te mettre le micro. C'est bon. À toi la parole. Oui, merci Frédéric. Merci à Christine pour cette très belle présentation sur un sujet très intéressant, la circulation des objets. Si nous définissons clairement les types d'objets comme vous l'avez fait, nous avons travaillé, nous continuons à travailler à Donka depuis le début, depuis la mise en place. Nous faisons une ethnographie de tout le processus et effectivement, nous voyons comment les objets, le rapport aux objets, comment tout cela a évolué. La première remarque que je voudrais faire pour contribuer à la discussion, c'est effectivement, il y a une nécessité de la preparedness réflexive, mais en fait, on est dans une gouvernance de la pandémie en situation d'incertitude. En fait, ce qui explique tout cela, c'est parce que les gens ils ne savent pas grand-chose de la nouvelle maladie et on s'accommode de ça en usant dans les types de pratiques qu'on connaissait avant. Et ça explique aussi cette dynamique. Donc, je voudrais attirer l'attention pour l'analyse. C'est la mémoire d'Ebola est là, mais on est aussi dans un contexte d'incertitude par rapport à une nouvelle pandémie dont on ne connaît pas grand-chose. Donc, ça, c'est la première réflexion que je voudrais faire. La deuxième, c'est par rapport aux objets, toujours tenir compte du contexte. Le passage à la Kazakh est aussi à mettre en lien avec une évolution de la disponibilité, parce que nous étions à Donka et à un moment, il y a eu une très grosse peur en pensant qu'on n'aurait pas suffisamment de combinaisons comme ça. Et je me rappelle à l'époque où, à Alima, on a tenté de gérer et amener le personnel à utiliser l'équipement de manière rationnelle. Donc, il y a aussi une dimension politique et institutionnelle en termes de disponibilité. C'est la même chose, par exemple, au Sénégal sur la question des tests. C'est en fonction de la disponibilité qu'on prend des décisions, en fait, pour dire on va tester plus ou on va tester moins. Et on va tenter d'en donner une justification épidémiologique qui souvent ne l'est pas. Donc, il faudra faire attention, en fait, à la manière d'analyser aussi ces processus-là. Maintenant, ce que j'ai trouvé très intéressant sur les objets, comment les objets circulent. C'est vrai qu'il y a les objets biomédicaux aujourd'hui que vous n'évoquez pas beaucoup. Nous avons fait une ethnographie de la manière dont les objets biomédicaux, l'ethnographie des objets biomédicaux dans les CTE, comment ça circule. Le rapport que le personnel soignant, je pense qu'approfondir le rapport que le personnel soignant a avec les objets en termes de perception du risque, que le personnel a intégré de plus en plus l'idée que le risque d'exposition à la transmission, il est beaucoup plus important lorsqu'il faut se déshabiller de ces combinaisons que lorsqu'on est devant le malade. Donc, je voulais apporter cette sorte de bémol parce que le personnel soignant n'a pas seulement considéré les malades comme la porte d'entrée de l'exposition, mais c'est aussi au moment de se déshabiller, et ça, il y a des évidences scientifiques qui ont été démontrées. Maintenant, sur comment les patients eux-mêmes ont fait circuler les objets. Ça aussi, si vous aviez pu faire une ethnographie à Donka à l'intérieur, vous auriez pu voir que il y a des objets qui ont circulé. Comment les personnes qui étaient en attente, parce qu'au début, on mettait à Donka, pas dans les mêmes salles, mais on mettait des gens qui étaient en attente de résultats, et des gens qui étaient confirmés, etc. Mais les objets ont circulé, divers objets, le téléphone, les cuillères, les tasses de thé, etc. Il y a une très, très grande ethnographie qui montre en fait une forme de sociabilisation nécessaire à l'intérieur du dispositif et que le dispositif a appelé à tenter aussi d'intégrer. Et je termine par ça, comment les objets circulent au sein de la population guinéenne. Sortir de Donka et voir comment les masques sont jetés par terre, comment c'est récupéré, où vont les PPE. La gestion des déchets biomédicaux est une question fondamentale
que nous devons aborder du point de vue socio-anthropologique, parce que cette épidémie, du fait de son expansion, du fait de l'ampleur des objets qui ont circulé, donc ça pose le problème de la gestion des déchets biomédicaux qui deviennent pas seulement des déchets biomédicaux, mais sont réinvestis dans un ensemble d'enjeux économiques et autres qui nécessitent d'être pris en compte. Donc, c'était une contribution, chers collègues, pour ce beau travail que vous êtes en train de faire et qui nous a interpellés, nous aussi, qui travaillons en permanence au quotidien avec des équipes de HP qui sont sous notre responsabilité et des équipes de socio-anthropologues en lien avec certains psychologues au sein du CTE de Donka. Merci. Merci. Je pense qu'on ne va pas prendre d'autres questions parce qu'on va devoir finir rapidement. Donc, je te laisse répondre aux questions de Sylvain Faye et après on passera à la présentation suivante. D'accord. Et merci à Dr Sylvain Faye pour son apport, que je trouve d'ailleurs très intéressant. En ce qui concerne ici les déchets biomédicaux, je pense que dans le centre de traitement, j'ai aussi observé cela. Ce que vous dites est exactement vrai. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur les déchets biomédicaux. Donc, c'est vrai que ça doit être en rapport avec les objets qui circulent, parce que ça rentre dans la gestion de ces objets. Donc, je promets que je vais revoir cette partie pour l'ajouter dans le volet que je suis en train de traiter, c'est-à-dire les objets et leur traitement dans la stratégie de lutte contre le COVID-19 au CTE de Donka. Et j'avoue que votre intervention m'a vraiment intéressée et je manifeste le désir même de vous rencontrer pour discuter avec vous afin d'améliorer mon travail au sein du centre de traitement épidémiologique de Donka. Donc, je sollicite votre apport et à mon second retour, je ferai tout pour vous rencontrer. Je précise aussi que j'ai fait 2 semaines seulement d'ethnographie au centre de traitement épidémiologique de Donka. C'est pourquoi vous constatez que l'étude n'est pas terminée et il y a aussi toujours les points qui restent à explorer. Donc, cela fera l'objet de mon second tour au centre de traitement épidémiologique. Donc, merci pour l'intervention et je garde contact avec vous pour la prochaine fois. Merci donc de question produite par les Merci à tous. Je suis désolée, on va devoir passer à la présentation suivante parce qu'on a malheureusement de planning à tenir si vous ne voulez pas qu'on finisse à 10 heures. Du coup, je propose, merci beaucoup Timo pour cette présentation, qui s'est faite en plus dans des conditions un peu compliquées. Je vous propose de passer à la présentation de Numa Laurent. Merci pour la parole. Tu peux passer à la slide, c'est bien. Ça marche? C'est juste des fois, il faut... Voilà, c'est tout. Vous allez juste recliquer dessus, normalement. Voilà, c'est bon. Très bien. Du coup, je laisse la parole à Numa Laurent Cognono qui va nous présenter expérience de soins en CTPI et inégalité de prise en charge. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous. Notre présentation repose sur les inégalités observées dans les centres de prise en charge. Notamment, il faut signaler que c'est des CTPI, un à Conakry, situé dans le quartier Bessia, dans la commune de Matoto, non loin de l'aéroport international, et l'autre à Mamou, situé à 245 km de la capitale Conakry. Voilà.
Voilà, et ce sont ces images que vous voyez ici. De l'autre côté, c'est le CTP de Bessia, à Conakry ici. Et l'autre, c'est à Mamou. De ces constats, donc, pour expliquer ces facteurs, nous nous sommes posé la question comment expliquer les inégalités de prise en charge de la COVID en Guinée et ses impacts sur les patients. La réponse à cette question, comme vous le savez déjà, est d'une ethnographie réalisée ou effectuée à Mamou en des temps entre le mois de juillet et le mois de septembre, mais aussi d'une observation participante au cours de mon hospitalisation au CTP de Bessia. Je vous signale ici que j'ai moi-même été positif au Covid, où j'ai été hospitalisé entre le mois de mai, parce que c'était en fin mai, et le mois de juin. Voilà. Alors, de cette ethnographie découlent des résultats que nous présentons ici en 3 grandes articulations. Il s'agit notamment ici des inégalités infrastructurelles, des inégalités liées au traitement des patients, mais aussi des impacts de la prise en charge différenciée sur les patients. Alors, autant pour moi, les inégalités infrastructurelles. Il faut se dire ici que les 2 CTP ne sont pas situés au même niveau. L'autre est à Conakry et nous avons le CTP de Mamou qui se trouve, comme je l'ai signalé tantôt, à 245 km de la capitale. Dans les 2 CTP, on a remarqué des disparités d'un point de vue infrastructurel. À Bessia, comme dit une patiente que j'ai rencontrée à Donka avant d'être transférée à Bessia, qui me dit, monsieur, s'il te plaît, il faut aller à Bessia, là-bas c'est VIP. Moi, je suis venu ici, c'est parce que j'ai le diabète. C'est bien dit? Parce que là-bas et Mamou, c'est très différent. À Bessia, tout le confort est là. Il y a ce qu'on appelle ici la climatisation. Les salles sont bien équipées. Il y a la télévision. Les 2 télés d'ailleurs, pour une salle pour les femmes et l'autre pour les hommes, avec disons, canal où on peut regarder les films, tout ça, alors que c'est tout à fait le contraire à Mamou. À Mamou, ils ne se contentent que, ils sortent le matin, ils se regardent, et la soirée, ils rentrent, ils se couchent. Il n'y a pas de télé, pas de climatiseur. Les toilettes sont à usage collectif, c'est-à-dire une toilette par bloc, parce qu'il y a 3 blocs de prise en charge qu'on appelle ici des salles de prise en charge, et chaque salle de prise en charge avec une toilette. Alors qu'à Bessia, ici, les toilettes sont dans chaque salle d'hospitalisation, en fait. Alors, on parle maintenant des inégalités liées au traitement. Les inégalités liées au traitement, on les a vérifiées d'un point de vue personnel impliqué dans la prise en charge. À Conakry, notamment à Bessia, on a remarqué ou on a observé qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été disponibilisés pour prendre en charge les malades, accompagnés par un bon nombre aussi d'infirmiers. Alors qu'à Mamou, il n'y a qu'un seul médecin qui est disponible sur le site. Des fois accompagné ou assisté d'un autre, mais qui travaille aussi aux urgences. Il ne vient que s'il est sollicité, avec quelques infirmiers et pour un bon nombre d'ATS. Du coup, pendant on a remarqué qu'il y a à Mamou un patient qui a pris la dose qui leur avait été remise pour le traitement en 3 jours. Ce qui veut dire, parce que ici, le médecin qui est là, lui, il est plus occupé au volet administratif. Il s'occupe ici du remplissage des données à remonter à la NSS, la Nationale de Sécurité Sanitaire, bien sûr. Et lui, il ne se contente ici que les résultats qui lui sont remontés par les agents, je parle ici des infirmiers et les ATS, qui entrent dans les salles et qui sont en contact avec les patients, les patients, bien sûr. Alors, parlant ici des inégalités liées au traitement, on va aussi parler des inégalités liées à l'administration des résultats. À ces 2 niveaux différents, c'est-à-dire à Conakry et à Bessia, bien sûr, à Conakry et à Mamou, je l'ai dit,
À Conakry, à Gwessia, les résultats, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués par téléphone, soit par message ou par appel. Alors qu'à Mamou, le prélèvement s'est fait au CTP, mais l'analyse s'est faite à Kenya, à 135 km de Mamou, bien sûr. De là, les résultats, une fois disponibles, sont communiqués au médecin-chef qui, à son tour, vient rassembler les patients et qui les communique les résultats publiquement. Voilà. Et du coup, on observe des angoisses pour ceux qui sont positifs à nouveau. Pour quitter ces endroits pour rejoindre les salles, du coup, c'est tout à fait des problèmes. Se voit ici, angoissé, il ne voulait quitter. Un patient même un jour a dit, aujourd'hui, si je ne suis pas négatif, je vais sortir parce qu'ici, l'endroit ne me convient pas. Soit comme on voit à Conakry, en tout cas comme on voit ailleurs. Alors, pour bien voir ces inégalités de prise en charge, on vous présente ici ce tableau. Vous voyez, à Gwessia, nous avons 133 médecins disponibilisés pour la prise en charge, avec 75 infirmiers sur une moyenne de patients de 131. Ça veut dire qu'on a un patient qui roule entre deux malades. Mais à Mamou, nous avons un patient et demi. On se demanderait pourquoi j'ai dit un patient et demi, parce qu'un médecin autant pour moi, un médecin et demi, je vous l'ai dit. On se demanderait pourquoi un médecin et demi, parce qu'une personne n'est pas comptée en demi. Mais oui, parce que l'autre, il vient assister par nécessité. Donc, vous voyez ici, dans ce tableau, cette disparité d'un point de vue ratio. Toutes les inégalités liées au traitement, comme vient de présenter Christine qui m'a précédé, les premiers patients ici en Guinée, c'était des élites. Et leur prise en charge a été faite au CTE de Nongo, qui a d'ailleurs été le premier CTE pour la prise en charge. Là, ils ont décrié les conditions de prise en charge. Et cela a tout de suite mis l'État en branle, qui a réquisitionné tout de suite l'hôpital d'Onka pour hospitaliser les patients. Et même à l'intérieur de ces CTP, ceux qui ont un revenu élevé ont des possibilités de faire venir le manger à partir de leurs parents. Mais ceux qui n'ont pas le revenu se contentent du repas qui est donné par l'ANSS, même si ça ne leur convient pas. Donc, c'est ces inégalités que nous voyons ici. Mais aussi les inégalités dans l'accompagnement à la sortie des patients. À Conakry, lorsqu'on est guéri, comme mon cas, au mois de juin, à la sortie, une fois à domicile, on t'envoie des kits alimentaires. Tu es appelé au téléphone, tu informes à ta famille, et bien on compte le nombre, on te donne les kits alimentaires. Et tout récemment, entre août, septembre, octobre, jusqu'au début novembre, dès que tu sors, en plus de l'attestation qui prouve que tu es guéri, on te remet aussi un kit alimentaire dans un seau composé de lait, de beaucoup de boîtes de conserve de tomates, de quelques kilos de riz qu'on te remet. Contrairement à Mamou où cela n'est pas donné. Et même pendant nos terrains, il y a des patients qui étaient déjà là-bas qui nous disent, nous, on entend à Conakry qu'on donne cela, qu'on donne ceci, qu'on donne cela, mais ici, on ne reçoit pas. Donc, c'est aussi quelques inégalités qui est liées aussi d'un point de vue accompagnement à la sortie. Alors, d'un point de vue argument ou analyse, on voit tout de suite ici que le système de santé guinéen, fondé sur les bases d'une décentralisation forte, se présente comme une pyramide qui favorise les inégalités, comme le signale ici son pareil. De l'enfermement à la résistance, ici pour parler des impacts de la prise en charge. Beaucoup de patients hospitalisés asymptomatiques, au lieu de penser qu'ils sont là pour recevoir le traitement, pensent plutôt qu'ils sont enfermés. Du coup, un patient à Mamou dit ceci, franchement, ici, c'est la prison. C'est la même chose qu'à la maison centrale. Le matin, tout le monde sort, et le soir, on rentre. À Mamou également, ce qu'il faut signaler et qui est très important, c'est qu'au mois de juillet, a eu un test
pour tout le personnel, parce qu'un patient était hospitalisé à un moment donné au CTP, c'est à Conakry ici, lorsqu'il a eu des complications respiratoires à Mamou, puisqu'il n'y avait pas de tests là-bas pour voir si c'est Covid, c'est à Conakry que son test a été fait et c'était positif. Ils ont testé tous les cas contacts qui étaient d'ailleurs les médecins, la plupart des médecins, mais qui sont stagiaires. Or, c'est 13 personnes, parce que après le test, il a été révélé 13 personnes positives. Ces 13 personnes, lorsqu'ils étaient hospitalisés, ont appelé tout de suite les jeunes du quartier, ils sont venus jeter les cailloux pour qu'on les libère. Du coup, ils ne se sont pas sentis qu'on est en train de les traiter, mais ils ont plutôt pensé qu'ils sont sélectionnés pour être emprisonnés. Donc, il faut les libérer, d'où le directeur a sollicité l'intervention de la sécurité. Il a fallu 5 pick-up un soir de dimanche, c'est-à-dire le 26, pour que le calme revienne. Et en septembre, lorsqu'on est revenu, on a trouvé ces messages sur le mur dans les salles d'hospitalisation. Tout le monde est fâché, mais on ne peut rien faire. Alors, nous demandons la transparence dans la gestion de Covid. On peut couper autant pour moi la tête de quelqu'un, mais son destin appartient à Dieu. Donc, on sent tout de suite ici qu'au lieu que les gens ne se sentent soignés, plutôt ils se sont sentis enfermés. Tout récemment aussi, en fin de novembre, là, il y a un patient qui est hospitalisé au CTP de Kenya qui dit la même chose. Il dit que c'est la prison civile médicale. Malgré qu'il est en train d'être prendre les médicaments, mais il se dit qu'il est enfermé, parce que là-bas, la porte est verrouillée, on ne peut pas sortir. Dès que tu entres, tu ne peux plus sortir. Avant les élections de 18 octobre, il y avait des patients qui ont fui là-bas. Donc, du coup, finalement, on ferme. Dès que tu entres, on ferme. Cette analyse maintenant qui vient pour consolider ce qu'on vient de dire, comme pour la mise en prison, la logique de l'admission dans un CTP consiste à séparer l'individu du corps social, comme le dit Combesi, ou encore Raphaël Godoy, en travaillant sur les prisons brésiliennes, qui dit aussi que il faut mettre hors d'état de nuire la personne qui on considère ici comme un danger. Alors qu'ils sont mis dans une institution, ils ne sont plus indépendants, ils sont dépendants des gens où les lois les ont imposés. Du coup, c'est l'institution totale en fait. Pour conclure donc, on comprend que les inégalités dans la prise en charge qu'on observe ici ne sont pas que du fait des DCTP que nous avons étudiés, mais c'est à généraliser selon nos observations, parce que ça s'observe dans tous les CTP ou dans tous les autres sites. Il y a tout à fait des inégalités qui sont dans ces CTP. Des inégalités dans l'offre et l'expérience des soins dépassent largement la question de Covid. Dans le système sanitaire guinéen qui se présente comme une pyramide, on voit les inégalités quand on compare la capitale et par rapport à l'intérêt du pays, des CHU, des centres de santé communales, et puis au niveau des postes, l'investissement n'est pas le même. Lutter efficacement contre les épidémies, construire la confiance entre la population et le système de santé suppose alors que l'État assure l'essentiel de la pyramide sanitaire, l'égalité des investissements ou des moyens. Il faut avoir les moyens, les mêmes moyens partout, surtout lorsqu'il s'agit des cas, par exemple, de Covid. Le CTP de Mamou devrait être équipé au même niveau que le CTP de Bessia pour que les patients puissent se sentir au même niveau. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, on va prendre un premier ensemble de questions. Alors, ça a été diffusé dans la salle. Alors, beaucoup de questions dans la salle. Donc, je propose que nos camarades qui sont en ligne rédigent leurs questions pendant qu'on prend les questions dans la salle. Professeur Chaud. Oui. Alors, je vous remercie d'intervenir pour cette belle présentation.
Cette inégalité, nous vivons ça en tant que praticiens hospitaliers, nous vivons ça, c'est vraiment notre quotidien. Vous l'avez dit, cette inégalité elle est parfois inévitable quand on regarde la pyramide sanitaire. Le CHU est différent forcément des hôpitaux régionaux, des hôpitaux préfectoraux, et des soins qu'on ne peut pas faire dans ces hôpitaux préfectoraux ou des hôpitaux préfectoraux. Ça, c'est des inégalités qui sont liées au système lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a la référence contre référence. En tenant compte quand on est dans un poste, il y a cette pyramide sanitaire. Ça, c'est tout à fait normal si on ne se tenait qu'à ça. Mais il y a des inégalités qui sont liées, comme vous l'avez dit, aux maladies. Et quand vous regardez un peu les différentes épidémies qu'on a gérées, les épidémies de choléra, les épidémies d'Ebola, ou l'épidémie d'Ebola, les épidémies de la fièvre jaune, cette Covid, c'est complètement différent. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une maladie, cette Covid-là est une maladie très, très exigeante. Avant, vous avez vu avec Ebola, il y avait des tentes, on mettait des tentes, on mettait des gens, personne ne se reprenait. Mais Covid est venu, et puis voilà, vous avez vu, puisqu'on a commencé par les autorités, en passé qui, les nantis, ceux qui ont les moyens, ou qui avaient les moyens de se déplacer pour se faire soigner à l'extérieur. Donc, et c'est des gens qui connaissent des hôpitaux de confort. Donc, c'était vraiment le premier point qu'on a eu avec cette maladie. Les tout premiers patients, c'est les patients qui connaissent des hôpitaux de confort. Alors, ils se retrouvent avec une maladie, les frontières sont fermées, ils se retrouvent en Guinée. Comme il a dit au début, on est obligé de les envoyer à Donka. Heureusement, un hôpital qui est rénové. Donc ça, vous avez vu, c'est tellement frappant. Mais ce qui est aussi très important dedans, ce sont ces inégalités aussi liées à ces personnes-là. Il y en a qui ne veulent pas être hospitalisés malgré toute cette politique qui dit que quand on est positif, il faut être dans une structure sanitaire. Et puisque c'est des hautes autorités, et puis maintenant on était obligé, ou en tout cas on était obligé de suivre, ou en tout cas certaines personnes étaient obligées d'être dans leur domicile. Ça aussi, c'est des choses qu'on avait discutées entre nous, on n'en voulait pas, mais on était obligé. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très fort. Maintenant, les kits dont vous parlez, c'est vrai, il y a les kits d'un hôpital à un autre, mais ce qui faisait ça, ce n'était pas lié forcément à un favoritisme. C'était lié au fait que, ici, par exemple, à Conakry, il y avait des dons, et des dons qui ciblaient certains CDP. Si on a des dons à Donka, pour les patients qui sortent, et que ces dons-là, on ne va pas les disponibiliser à Mamou, ou à Bessia ou ailleurs. Donc ces dons étaient là, et donc c'est des dons qui devraient être donnés aux patients qui sortent de Bessia ou de Donka. Mais là, je pense qu'on était formel, quand sur une période bien donnée, tous ceux qui sortent là, tant que le don n'est pas fini, et tout le monde a réservé, quel que soit le statut. Donc ça, c'était comme ça. Et donc pour moi, j'ai trouvé une présentation extrêmement importante. Et ce qui nous fait beaucoup mal, c'est quand on voit ces épidémies, et quand il y a des épidémies, les gens s'alarment. Alors que nous sommes avec des patients, des groupes de patients, qui sont là, qui sont couchés, parfois il n'y a pas de bon matelas, parfois il n'y a pas de trucs, ils n'ont pas à manger, ils sont poussés, ils sont couchés et ils ont d'autres pathologies. Et parfois ils en meurent. Mourir du palais grave, mourir de la méningite, mourir de Covid, c'est la mort. Hein. C'est la mort. Donc pour nous, parfois, c'est ce qui nous prend un peu, c'est qui pose un peu de souci par rapport à ça. Mais personne ne nous dit bien, et voilà, comme c'est pas une épidémie, on laisse comme. Voilà, donc c'était ce commentaire que je voulais remercier. Merci beaucoup, professeur So. On va continuer en prenant d'autres commentaires et questions. Il y a le professeur Léo Saint-Thomas. Je pense qu'ils ont levé la main avant moi, mais sinon, bon, je vous donne la parole et le droit de naître oblige. Le droit de naître oblige. Alors, je vais enchaîner sur ce que le professeur So vient de dire. Félicitations pour la présentation et félicitations pour l'autre aussi.
Christine, elle est partie? Elle partait, elle devait recoller tout de suite en mission. La présentation de M. Laurent souligne un problème qui existe dans notre système de santé et qui est criard. Ces inégalités existent depuis tout le temps et je ne peux pas donner les chiffres exacts actuellement, mais vous vous rendez compte, près de, je ne sais pas si c'est 50% ou plus, les chiffres que je donne sont entre guillemets. Je n'ai pas consulté le DDS pour savoir combien de médecins il y a à Conakry, combien d'infirmiers, combien de sages-femmes. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez certainement avoir près de 50% des médecins ici à Conakry et 60% des infirmiers et près de 80% de... Il y a des corps de métier de la santé où près de 80% des gens formés sont à Conakry. Vous avez à l'intérieur du pays, vous arrivez parfois dans un centre de santé, il y a un ATS qui est là et qui doit tout faire. Et le plus souvent, il est là. Moi, je connais un village où j'ai été, c'est Carla, il y avait un ATS. Le village est à 15 km de Dalaba, mais il allait, quand il pouvait, il allait à ce village, il soignait, il revenait, il dormait à Dalaba. Vous vous rendez compte? Si les gens ont besoin de médecins la nuit, ils n'ont personne à qui s'adresser. Donc, il y a ce gros problème d'inégalité dans la répartition du personnel, d'inégalité dans l'offre de services en conséquence. Vous avez noté le manque d'équipement, l'insuffisance d'équipement. En réalité, quand vous allez à l'intérieur, vous voyez qu'ils reçoivent des équipements. Mais je ne sais pas, on n'est peut-être pas encore arrivé à trouver le moyen de motiver ces personnes qui sont à l'intérieur du pays. Or, il faut les motiver. On m'a dit qu'il y a une prime d'éloignement qui leur est donnée. Mais une prime d'éloignement seule ne suffit pas. Dès que vous affectez quelqu'un à l'intérieur, la première chose qu'il se met à faire, c'est de faire la démarche pour revenir à Conakry. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je dis toujours, vous savez, j'ai une telle confiance en vous, socio-anthropologue, que je ne sais pas, peut-être que je vous en demande trop. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse et qu'on voit d'autres méthodes originales qui permettent de fidéliser le personnel à l'intérieur du pays, qu'ils soient là-bas et qu'ils disent je n'ai pas envie de revenir à Conakry, je suis bien ici. Qu'on réfléchisse hors des sentiers battus. Parce que quand vous voyez, vous allez, lorsqu'ils font les états généraux de la santé ou je ne sais quoi et quoi, on revient toujours aux mêmes méthodes. On n'a jamais demandé des méthodes originales pour résoudre ces problèmes. Donc, aidez-nous, vous, socio-anthropologues, parce que le personnel de santé n'y est pas parvenu. Donc, peut-être que vous pourrez proposer des solutions originales qu'on pourrait essayer d'appliquer, même s'il faut les appliquer à faible échelle pour voir si ça marche. Et après, on voit si on... Parce que ça ne sert à rien, on dit, on a des RECO, on a des AS, on a ceci, on a cela. Est-ce que ça a amélioré vraiment l'offre de service? Parfois, certains, mais pour moi, le problème reste entier. J'ai vu la population, on le constate, est parfois en avance par rapport au système de santé. Elle demande, elle construit des centres, on demande l'État, donnez-nous du personnel, l'État ne peut pas donner, donnez-nous des médicaments, l'État ne peut pas donner. Donc, pour résumer, il y a ces grosses inégalités qui existent dans vraiment l'offre de services dans les structures sanitaires. Encore une fois, c'est ma deuxième question à vous, socio-anthropologues. Essayez de voir, de nous proposer des choses originales. Et que celles-ci vont marcher, parce que depuis des années, on parle, mais il n'y a pas une solution encore. Merci. Merci, professeur Charson. On va prendre les deux autres questions. Peut-être juste un petit commentaire à ce commentaire. Si les socio-anthropologues avaient toutes les réponses, on serait président de la République. Je trouve que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui déjà, c'est d'échanger, de discuter. C'est déjà un moyen de trouver ensemble une réponse.
Et peut-être pour ne pas botter complètement en touche, la présentation de Tidiane Bari cet après-midi sur les vocaux, tout de suite après, va peut-être donner des pistes de réponse. Il y avait une question dans le fond. Présentez-vous. Moi, c'est Louis Baïna, je suis épidémiologiste pour Médecins sans frontières. Donc, je voulais ajouter aussi quelques éléments juste pour dire que déjà les inégalités que vous avez observées, vous êtes allé très loin avec Mamou et Bessia, seulement en restant en Conakry entre Bessia et Nongor, vous auriez observé presque les mêmes choses parce qu'à Nongor, le standing, il n'y avait pas de salle individuelle, de clim ou de télé. C'était comme à Mamou, vous vous retrouvez là et le soir, vous rentrez chacun sur son lit. Les toilettes étaient partagées par une moyenne de peut-être 5 ou 6 personnes par toilette, dans le centre était plein vraiment. Et aussi, dans les repas, comme vous l'avez mentionné, je pense que le repas, ça dépend un peu de la famille de la personne. Si la famille a les moyens pour venir suppléer, alors ça c'est possible qu'on puisse suppléer l'alimentation du patient. Mais si la famille n'a pas les moyens pour contribuer, alors le patient va se contenter des repas offerts par la structure de prise en charge qui ne peut pas s'adapter au confort individuel de chaque personne. Ça devient assez lourd quand même. Et aussi tenir compte, quand vous avez pris Mamou et Conakry, Bessia, il faut tenir compte également du fait que la majorité des patients étaient concentrés à Conakry. C'est à Conakry que tout a démarré, donc les standings de base ont été à Conakry. Et les bailleurs de fonds, ils sont présents à Conakry, les grandes institutions sont présentes à Conakry. On est même allé plus loin au point où certains bailleurs de fonds ont adapté des structures de prise en charge où ils voulaient que les leurs soient pris en charge en ajoutant des standings. Comme ça, s'ils sont malades, ils vont où ils ont investi pour qu'on ait peut-être une clinique, ils ne vont pas ailleurs. Ce qui n'a pas été le cas de Mamou, où on n'a pas de grands bailleurs, des personnalités administratives, tout est focalisé sur Conakry. Et peut-être aussi vous pouvez intervenir, c'est au niveau des messages à passer aux patients. Les patients qui se plaignent toujours du fait qu'on les met en prison alors qu'ils n'ont rien, d'accord. N'oubliez pas, la répartition des patients dans les différents centres se faisait selon la gravité. C'est pour cela que vous allez voir que Donka avait beaucoup de choses qui étaient implémentées parce qu'à Donka arrivaient des cas graves. Mais les autres structures, telles que Nongor, Bessia, généralement, c'était des cas légers ou asymptomatiques carrément. Donc, il y a ça et ce n'est pas une prison. Tant que tu as le virus dans le corps, il faudrait que tu puisses épurer le virus de ton corps avant d'être à nouveau accessible aux autres qui sont dehors. Donc, il faudrait que les patients comprennent pourquoi on les ferme, il y a déjà des antécédents d'évasion, et en plus de ça, on ne veut pas que tu contamines d'autres personnes qui sont bien importantes à l'extérieur. Raison pour laquelle on te bloque l'accès à tous ceux qui sont dehors. Ce n'est pas une mesure restrictive, mais c'est vraiment pour le bien-être de ceux qui sont à l'extérieur. Il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Merci. Merci. Peut-être, Laurent, tu peux répondre et ensuite on prendra d'autres questions. Oui, merci à tous qui avaient intervenu. Je pense que ce sont des contributions, ce ne sont pas des questions. La dernière question qui m'intéresse, bon, tout m'intéresse parce que le professeur il a répondu dans le même sens que le professeur So, aussi qui reconnaissent réellement qu'il y a des inégalités qui existent en partant même du système de santé qui se prend comme une pyramide. On concentre tout à Conakry et à l'intérieur du pays. Bon, je ne dis pas qu'on les laisse pour de bons, mais il y a des inégalités à ce niveau. À Conakry, ici, vous venez de signaler, les CHI sont là, c'est bien, mais on voit des autres centres de santé qui n'ont pas au niveau, on n'investit pas de la même manière que là-bas. C'est vrai parce que c'est comme ça, l'État a voulu, comme il a fait la décentralisation, il a aussi décentralisé même les structures de santé où il y a des inégalités, les moyens ne sont pas mis de la même manière. Pour la question de la prison, oui, vous venez de le dire, bon, on enferme, on fait ceci, on fait cela, mais lorsqu'on prend par exemple le CTP de Mamou, il faut enfermer, mais il faut avoir une assistance psychologique. Alors qu'à Mamou, il n'y a pas de psychologue ici qui pouvaient
Normalement, sensibiliser les gens, c'est comme ça, ça comme ça. Mais cela n'existe pas. Il n'y a que le médecin qui est là avec les infirmiers qui, entre guillemets, ont une connaissance en santé un peu limitée, qui ne peut pas avancer certaines choses rapidement pour la prise en charge, du moins de vue psychologique. Alors qu'à Conakry, ici, bon, il me semble qu'il y a des psychologues ici, dont Alima avait recruté à Donka, et quelques-uns se retrouvent aujourd'hui à Bessia. Mais lorsque moi j'étais pris en charge à Bessia, il n'y avait pas de psychologue. En tout cas, moi je n'ai pas vu. Aucun n'est venu me parler dans ce sens-là. C'est bien de mettre en prison, comme vous le dites. Bon, ce que moi je ne trouve pas être bon, mais il faut que ça soit vraiment avec des psychologues qui puissent venir leur dire, voici, c'est comme ça, si vous êtes là, dans ce sens-là, c'est parce que voici la raison. Mais si ces raisons ne sont pas évoquées par des spécialistes de prise en charge psychosociale, donc ce manquement-là, ils vont tous dire ici qu'ils sont en prison, et bon, moi je trouve qu'ils ont raison. Oui, merci. Dominique et Madame Diallo. Dominique Dr Diallo, et puis après on répond rapidement et on passe à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à Christine, elle est déjà partie. J'avais une question pour elle. On s'est rappelé que vous pouvez la faire passer. D'accord. Parce qu'elle continue l'étude, je parle de l'argent, qui circule entre les patients et les médecins. Qu'en pense je ne sais pas. Par rapport à ça, c'est la contamination à partir de la circulation. Et dans la présentation aussi de Frédéric, il a présenté une groupe là au 30 novembre. Je n'ai pas bien compris parce que actuellement, la semaine dernière, on était en débat, on voit qu'en mars, il y avait moins de malades, de cas que maintenant. Mais il y a plus d'abandon des mesures barrières maintenant qu'au mois de mars. Donc, il y a un débat à ce niveau. Je ne sais pas si j'avais bien compris la boucle. C'était pour avoir un peu d'explication à ce niveau. Et maintenant, je reviens à M. Laurent. Par rapport aux inégalités, je crois que les autres ont largement parlé. Il y a un projet que l'OMS a soumis au ministère de la Santé qu'on appelle pipeline rural. Pipeline rural est question d'identifier les étudiants à base communautaire, les former et les retourner dans les communautés quand on a vu qu'il y avait vraiment une inégalité criarde dans la répartition du personnel sanitaire dans le pays. Nous avons participé à cette étude, mais au finish, le ministère de la Santé s'est approprié du projet. Donc, ils ont écarté, je ne sais pas, parce que ça fait maintenant une année, je ne suis pas le dossier. Donc, nous avons mené les études, ça a été validé par l'OMS, ils ont vraiment accepté l'étude. Mais maintenant, pour la mise en application, on a écarté les sociologues, le ministère s'est approprié du projet. Et c'est un problème très sérieux. Parce que même quand on faisait l'étude pour l'UNICEF, la directrice de la santé de Matoto avait demandé à ce que l'université de Somphonia fasse quelque chose. Je ne sais pas j'étais dans l'équipe. Voilà. Elle avait demandé qu'on a vraiment besoin des anthropologues sociaux. On a besoin d'eux dans les cas d'épidémie, dans d'autres cas de santé. Mais comment il faut faire pour travailler en équipe, en jumelage avec? Nous avons fait une proposition, parce qu'on faisait l'équipe de Curtis. Je ne sais pas si elle a remonté la proposition à votre niveau. Donc, la proposition, là, peut-être, c'est de voir le ministère de la Santé pour proposer une sorte de jumelage dans l'identification des étudiants à base communautaire, la formation, leur retour et leur suivi dans les communautés. Donc, ça devient très difficile parce que les professeurs, les docteurs, les éminents se trouvent
entrer à Conakry et la majorité de la population se trouve à l'intérieur, mais n'est pas celle. Donc, ça, c'est cette proposition que j'avais à faire. Si l'université de Somponia pouvait rencontrer le ministère de la Santé ou aussi à les gens de la Santé du ministère, pourquoi? Parce qu'ils ont pris que des pédagogues parmi nous. Et ces pédagogues, c'était pour les aider de concevoir les programmes d'études, mais pas pour insérer les disciplines des sciences sociales. Donc, les disciplines des sciences sociales ont été éclatées. Voilà. Et pendant ce temps, on a besoin aussi des sociologues pour aider. Voilà, c'était. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des contributions, alors. Merci beaucoup pour la parole et merci à vous pour la présentation. Et en fait, moi, j'ai une petite inquiétude sur le rendu des résultats implique à maman. Oui. En tant que socio-anthropologue, est-ce que vous êtes intéressé du poids de la stigmatisation parce que ça peut être un facteur de réticence, ça permet à la communauté d'être réticente pour aller se faire dépister même en cas de suspicion de Covid. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises ou il y a des perspectives qui sont à vous? Merci. Merci beaucoup. Je peux reprendre. Oui, en tant que socio-anthropologue, parce que quand j'étais sur le terrain, cela s'est passé devant moi. Tout de suite, bon, il y a un monsieur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a un revenu un peu élevé, il travaille dans une grande institution. Alors, quand il est venu, bon, je l'ai vu, il était très angoissé. J'ai intervenu, même si cela n'était pas ce que je devrais faire, mais j'ai intervenu en tant que psychologue pour lui dire, bon, tiens, ce n'est pas un problème, tu pourras guérir d'un moment à l'autre, il faut juste tenir bon. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire tout de suite aux autres. Quand Dominique l'autre a fait son commentaire, c'est plutôt penser de façon générale à gérer la maladie de façon uniforme. Ne tenez pas seulement compte de Conakry, le fait que oui, ici, c'est tout les CHU, et dans toutes les interventions, il faut concentrer les moyens qu'à Conakry. Lorsque l'épidémie se déclenche aussi à Mamou, je pense qu'il faut penser que c'est aussi la population qui est infectée. Il faut allouer les moyens aussi à cette structure pour que la prise en charge soit uniforme. Moi, c'est ce que je peux dire. La question, c'est surtout comment gérer le rendu des résultats. Oui. Comment vous avez pu observer ça? Oui, moi, j'ai. C'est un facteur de stigmatisation. Oui, ça a stigmatisé, c'est ce que je viens de dire. Ceux qui pensaient. Ceux qui, à leur deuxième tour, ont été encore testés positifs, étaient angoissés. Donc, ils se sont suivis ici, angoissés, ils se sont retournés. Si tu les vois retourner dans leur salle, bon, tu as un peu pitié, quoi, en fait. Donc, moi, je trouve que cela n'est pas normal. Il fallait faire plutôt au téléphone ou bien les appeler dans les chambres. Voici toi ton résultat, voici ton résultat, voici ton résultat, en fait. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur cette question-là. Oui. En fait, on pourrait penser que les anthropologues vont révéler une vérité que les gens ne connaissent pas. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Mamou au début de l'épidémie? 50% des patients de l'hôpital ont déserté l'hôpital. Et la première chose que les gens pensent quand ils pensent que peut-être ils ont Covid, c'est surtout ne va pas faire un test de dépistage parce que tu ne veux pas aller dans les CPE, parce que tout le monde sait que les CPE, c'est pas bien, qu'on est maltraités, et en plus, ils ont cette mémoire des CPE, voilà, où, faut-il le rappeler, 70% des patients pris en charge dans les CPE sont décédés. Et il n'y a pas besoin des anthropologues pour que les gens sachent ça, et les gens le savent très bien. Donc, le risque de dire à l'anthropologue une réalité, l'anthropologue ne se fait que porte-voix d'une réalité qui est connue dans la société. Donc, le danger est limité. Oui. On va passer la parole tout de suite maintenant à Tidiane pour une communication qui va nous permettre de discuter de la question des réco. Tidiane, passer la diapo, s'il te plaît. D'accord. Tidiane Marie, une communication intitulée « L'urgence de la Covid et l'ordinaire des recours ». La Covid vue depuis la périphérie. Tidiane Marie, à vous la parole. D'accord. OK, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Et avant de commencer, nous
nous allons parler de CERECO. C'est quoi CERECO? Les relais communautaires, communément appelés RECO, ce sont des personnes choisies au sein de communautés pour représenter cette même communauté auprès des structures sanitaires, c'est-à-dire si c'est au village, auprès des postes de santé, ou auprès des centres de santé, si c'est au niveau des quartiers, dans les villes, ou bien dans les communes rurales ou communes urbaines. Alors, les RECO jouent un rôle essentiel, un rôle prépondérant dans le système de santé guinéen. Alors, leur mission tourne essentiellement autour de certains points. Quand on prend un RECO recense les naissances dans son secteur parce que chaque RECO représente un secteur ou bien un village. Donc, il recense les naissances dans son secteur, il suit les femmes enceintes. Par exemple, si un RECO voit une femme enceinte, il lui demande si elle est partie à la structure de santé, si c'est un poste de santé. Si elle n'est pas allée, il l'encourage à y aller ou l'aide même à aller si les moyens sont à sa disposition. Il sensibilise également sur l'assainissement. Il distribue les mildas, on appelle là-bas mildas, ce sont des moustiquaires imprégnés. Il distribue également des médicaments anti-palu, surtout pour les enfants. Donc, nous voyons qu'il joue un rôle vraiment prépondérant dans le système de santé, plus précisément dans la santé communautaire. Alors, vu cette importance, vu ce rôle essentiel qu'il joue, nous avons cherché, à travers une étude, de comprendre ce qu'ils font en cette période de pandémie de COVID-19. Pour ce faire, nous avons fait une ethnographie à Mamou, dans la zone urbaine et dans la zone rurale. L'ethnographie, c'était des entretiens formels et informels, des observations participantes. À Mamou, ville, donc en zone urbaine, on a été au centre de santé de Sabou et dans le quartier de Sabou. En zone rurale, on a été à Djindéa. Djindéa, c'est un secteur qui se trouve dans la sous-préfecture de Touné, préfecture de Mamou. Donc, non seulement on a fait une ethnographie à ce poste de santé, mais aussi dans le village. Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous intéresser au RECO, plus particulièrement à deux RECO. Un RECO qui est affilié au centre de santé de Sabou, qu'on va nommer ici Samba, et l'autre RECO qui est affilié au poste de santé de Djindéa, qu'on va nommer Yero. Alors, notre constat. Nous avons constaté d'abord que les RECO eux-mêmes n'ont pas intégré les mesures édictées par les autorités sanitaires, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les mesures. Ensuite, ils n'ont quasiment pas d'activité de sensibilisation liée à COVID-19. C'est-à-dire qu'ils continuent leur activité d'avant. C'est seulement Samba qui est en zone urbaine, donc à Mamouville, qui a eu à travailler avec une ONG, Catholic Relief Service, au début de la maladie, entre mai et juin, pendant 2 mois, à raison de 5 jours par mois. Il a travaillé avec cette ONG pour faire une sensibilisation. Hormis ça, ils n'ont rien fait en ce qui concerne la lutte contre la pandémie COVID-19. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le statut des RECO n'est pas homogène partout en Guinée. C'est-à-dire, le statut dépend de l'institution qui finance le RECO
Par exemple, si on prend celui de Dindéa, lui, comme il est dans la zone, ce qu'on appelle les communes de convergence, il y a 40 communes de convergence, lui, il est financé par l'UNICEF. Alors que celui de Mamoudzou, lui, il est financé par une autre ONG. Donc, ça varie même. Lui-même, il ne connaît même pas ce qu'est l'ONG. Il sait seulement qu'il est affilié au centre de santé de Savo. Vous voyez cette image. Cette photo, je l'ai prise lors d'un accompagnement. Je les ai accompagnés dans leur activité. Ils étaient partis pour faire une campagne de distribution de médicaments antipalu. C'était entre deux villages. Vous voyez, dans leur sac, il n'y a pas de désinfectants, ils n'ont ni de masque, ils n'ont rien. Donc, ils ne parlent même pas de Covid-19. Qu'est-ce qui explique, puisqu'on voit maintenant que vraiment les RECO ne sont pas impliqués dans la riposte contre Covid-19, qu'est-ce qui explique ce manque d'implication de ces RECO? 4 aspects peuvent l'expliquer. D'abord, c'est le manque de légitimité des RECO. Beaucoup de facteurs montrent qu'ils sont en déficit de légitimité parce que lorsqu'un RECO a besoin de badges décernés par une ONG ou par une institution pour être plus écouté au sein de sa communauté, cela montre clairement qu'il y a un manque de légitimité. Il y a un de ces RECO, Yero, qui m'a dit, dans l'une de ses activités, il a fallu qu'il appelle le chef de centre de santé pour être plus crédible auprès de communautés pour qu'ils acceptent son offre, donc les médicaments. Donc cela montre clairement qu'ils sont en manque de... Bien qu'ils sont censés être choisis par ces communautés, mais il y a un déficit de légitimité. Alors, 2 choses expliquent ce manque de légitimité aussi. D'abord, c'est au niveau de recrutement. C'est-à-dire le recrutement se passe généralement sur la base relationnelle. C'est lorsque la personne a des relations avec le personnel de santé, notamment le chef de poste de santé ou le chef du centre de santé, il est recruté. Même si c'est le président du district qui a une légitimité auprès de sa communauté, parfois lui-même, il choisit ses amis. C'est le cas de Yero, en zone rurale. Lui, bien qu'il avait des expériences en termes de sensibilisation, il avait travaillé au poste de santé, mais lorsqu'il s'est agi de prendre les RECO à Dindéa, le président du district ne l'a pas pris, alors qu'il a pris d'autres personnes qui n'avaient aucune expérience en la matière. Deuxième aspect qui explique ce manque de légitimité, c'est que les RECO eux-mêmes, ils comptent moins sur leur qualité personnelle, sur leur charisme, que sur l'appui des institutions, des ONG. Ils pensent que si les ONG partent en appui, ils seraient plus légitimes que s'ils comptaient sur la relation qui existe entre eux et leur communauté. Deuxième aspect qui explique ce manque d'implication, c'est l'accompagnement financier et les conditions de vie des RECO. Les RECO touchent entre 100 000, donc 10 €, et 450 000, 45 €. Donc imaginez un RECO qui a une grande famille à nourrir, par exemple Yero qui a 3 femmes, plus de 20 personnes, 20 personnes à nourrir, 20 personnes à nourrir. Donc, vous imaginez comment quelqu'un qui ne reçoit pas 500 000 alors qu'un sac de riz, c'est plus de 300 000, peut se servir de ça pour nourrir sa famille. Donc, c'est pourquoi ils sont obligés de faire autre activité. Donc, l'activité de RECO n'est pas une priorité pour eux, puisqu'ils doivent chercher à avoir des ressources pour satisfaire à leurs besoins. Alors,
Troisième aspect explicatif de ce manque d'implication des RECO, c'est l'expérience d'Ebola. Tous ces deux RECO ont eu de mauvaises expériences pendant Ebola. Quand on prend Samba, qui était dans une équipe de sensibilisation pendant Ebola, lui, il a été chassé, failli être chassé ou avoir beaucoup de problèmes au quartier de Tambassa, ça c'est dans Mamou. Il a fallu l'intervention des gendarmes qui sont venus de la préfecture pour les libérer. Le cas d'Hiro également, qui travaille avec la Croix-Rouge à l'époque, a été accusé par sa communauté d'être en complicité avec la Croix-Rouge pour vendre les enfants. Un jour même, quand on l'a vu, tous les enfants sont sortis des salles de classe, ils sont partis en brousse. Donc, toutes ces mauvaises expériences les découragent naturellement à ne plus s'engager dans n'importe quelle lutte contre une épidémie. Alors, quatrième élément qui explique ce manque d'implication, c'est que comme les communautés elles-mêmes ne croient pas, alors que les RECO aussi sont membres de ces communautés, ils ne peuvent pas s'engager à fond pour lutter contre cette maladie. Non seulement leur attitude, leur discours, leur pratique montrent qu'ils ne croient pas à la dangerosité de cette maladie. Donc, si vous allez chez eux, ils n'ont pas de kit de lavage de mains, ils ne portent pas de masque, ils ne parlent pas de ça. Non seulement ils ne parlent pas entre eux, ils ne parlent entre eux-mêmes les RECO, ils ne parlent pas aussi avec leur communauté. Donc, il est clair que celui qui ne croit pas à la dangerosité d'une chose, notamment d'une maladie, il ne peut pas convaincre son prochain à croire à la dangerosité de la maladie. Tu ne crois pas, tu ne peux pas convaincre l'autre à y croire. Alors, en conclusion, nous avons vu que l'ordinaire des RECO, c'est d'être dans une attente permanente, attendre une opportunité. C'est-à-dire, c'est de passer d'une opportunité à une autre. Si une ONG vient pour une sensibilisation, on les prend, on les paye pour ça. Ils attendent aussi une autre, qu'on appelle, opportunité. Donc, et le statut n'est pas homogène, ça varie de RECO à un autre selon les zones, les zones géographiques. Également, nous avons compris que, à travers cette étude et cette présentation, que les RECO ne sont pas intégrés dans la riposte contre Covid-19. Non seulement ils n'ont pas été appelés par les institutions et par les ONG, mais eux-mêmes, ils n'ont pas manifesté le désir de s'impliquer parce qu'ils ne voient pas une opportunité de le faire. Nous allons terminer par cette image. Vous voyez cette image, c'est l'image de Hiro. Il venait d'une campagne de distribution de médicaments et sa moto est tombée en panne. J'étais obligé de descendre de la moto et il est en train de réparer la moto. Alors, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je propose de passer aux questions, d'abord celles de la salle, et après, si les personnes en ligne ont des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Ramadan et Dominique. Oui, merci Diane, c'est très bien. Alors, bon, question un petit drôle, j'espère que tu l'avais aidé pour la photocam. Alors, moi, ma question, c'est sur ta conclusion, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, tu as dit qu'ils n'ont pas été impliqués, ça c'est une chose.
Mais j'ai aussi complété en disant qu'ils ne se sont pas montrés intéressés. Comment tu peux expliquer ça, puisque tu étais avec eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ne croyaient pas à la maladie qu'ils se sont dit, allez, c'est pas la peine de s'impliquer, tout en sachant que quand même, ce n'est pas tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire qui donnent beaucoup d'intérêt. On a donné beaucoup d'exemples sur ça. Il y a des endroits où on a mis port de masque obligatoire, mais parfois le personnel même de la santé ne le respecte que par contrainte. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi ils ne se sont pas impliqués, tout en sachant qu'ils auraient pu, en le faisant, bénéficier de certains financements, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appui, ils auraient pu tirer profit de ça, puis qui avaient enfants et petits-enfants à nourrir, là, ça aurait pu aider. Pourquoi ils n'ont pas aussi s'impliqué, alors que ce n'était pas forcément si compliqué, à mon avis, de le faire. Il y avait quand même pas mal d'opportunités. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas les opportunités de le faire. Oui, d'accord. Je réponds directement. Dominique avait une question. Oui. C'est une question d'approfondissement. Je reviens sur les réseaux. Peut-être que Frédéric a fait des vidéos, il peut me rectifier si j'étais. Au début, c'était des volontaires, c'est des villageois intégrés qui mènent les mêmes activités que les autres villages. C'est souvent ceux qui sont partis à l'école, mais à mi-chemin, ils ont abandonné, soit à la fin du primaire ou du collège. Donc, c'était le volontariat. Mais on les donnait des primes à la tâche. Donc, les vaccinations, on les formait rapidement, on les donnait des vaccins pour les jeunes pour distribuer aux enfants. Donc, leur salaire n'a jamais été défini, c'est en fonction de l'organisation qui les utilise. Et ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à cela. Deuxième chose maintenant, c'est au niveau de la négligence des mesures barrières. Vous avez donné les raisons. Parfois, par manque d'information, manque d'implication, ils n'ont pas été impliqués. Mais est-ce qu'avec les problèmes qu'ils ont eus, je crois qu'à leur niveau, il faut parler de l'ombre d'Ebola. Quelqu'un a parlé de la lumière d'Ebola. Et avec les réseaux, c'est là-bas, parce qu'ils ont eu de sérieux problèmes pendant l'Ebola. Est-ce que ce n'est pas le fait, parce qu'il y a des communautés qui ont refusé catégoriquement de porter les barrières pareilles. Ça, c'est même en Corée. Il y a un moment où, quand les taxis viennent, si vous portez les masques, on passe au travail. Est-ce que ce n'était pas aussi là une manière de se conformer à la communauté, mais pas un manque d'information? Question. Hein? Question. Allez-y. Ok, c'est la question. Je dis, est-ce que c'est aussi une façon de se conformer à la communauté? C'est pourquoi elle ne porte pas. C'est ça. Merci. Merci. D'accord. Je crois que vous avez parlé aussi de l'origine des récoltes. Ils étaient. Ok. Voilà. Par rapport à leur rémunération. Ouais. Merci. Je pense on peut, pour résumer la question, il y avait une question sur l'origine des récoltes que tu as en partie traitée dans ta présentation, que tu comprends. Et une question qui me paraît très intéressante, c'est est-ce que les recos n'interviennent pas parce qu'ils savent que s'ils produisent le discours sur le Covid, ils vont être encore plus écartés de la communauté. Et c'est une question, effectivement, Dominique a raison de rappeler. Voilà, on se souvient à Guéguédou, moi j'ai travaillé avec un imam de Guéguédou dont sa mosquée s'est vidée le jour où il a commencé à parler d'Ebola, parce que les gens disaient, ah lui c'est l'imam des Blancs. Donc cette question est importante de savoir à quelles conditions, quand des acteurs s'emparent d'un discours de santé publique, finalement, ils font leur métier, mais en faisant leur métier, ils s'auto-excluent de la communauté puisqu'ils sont perçus comme étant les agents d'une autre institution. C'est pas grave. D'accord. Et merci beaucoup. Sur la question de Dr Ramadan,
disons, l'essentiel même, cette présentation, c'est cela. Et il ne s'implique pas pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, comme eux-mêmes, ils ne croient pas que c'est dangereux, donc ce n'est pas la peine de s'impliquer à les convaincre l'autre. Tu ne sais pas que c'est quelque chose qui mérite d'être combattu, peut-être tu ne crois même pas que ça existe, tu ne peux pas abandonner tes autres activités pour aller sensibiliser. Deuxièmement, c'est mauvaise expérience. Si quelqu'un déjà sait qu'il avait été accusé d'être en complicité avec des ONG pour vendre des enfants, il va réfléchir 1000 fois, même cette fois-ci, avant de parler de maladies, de pandémies à ces derniers. Et comme je l'ai dit, ils savent que ce n'est pas quand ils prennent eux-mêmes l'initiative d'aller sensibiliser, personne ne viendra les payer pour ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas assez de moyens ne peut pas abandonner tout et aller sensibiliser alors qu'il sait qu'il ne va rien gagner dans ça. Donc, il n'y a aucune raison, aucun motif qui les encourage à s'engager eux-mêmes dans cette riposte. Peut-être si on les avait intégrés, en sachant qu'il allait gagner des ressources, donc de l'argent, il allait, même s'il ne croit pas, même si c'est pour gagner, s'impliquer. Et voilà, sur l'intervention de M. Dominique, l'origine des RECO, comme je l'ai dit, ils n'ont pas le même statut. D'abord, quand on compare ces deux RECO, le RECO de Mamouville, donc affilié au centre de santé de Sabou, il était agent communautaire. C'est en 2018 qu'on a commencé à l'appeler RECO. Je lui ai demandé, lui-même, il dit, en tout cas, rien n'a changé dans ce qu'il faisait. Mais seulement, depuis 2018, moi, on nous appelle RECO. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, j'étais agent communautaire, maintenant on m'appelle RECO. Alors que c'est lui de Djindéa, lui, c'est à travers le programme de l'UNICEF, en érigeant 40 communes comme communes de convergence, que lui, il a été pris comme RECO. Lui aussi, il avait travaillé pendant 8 ans au poste de santé de Djindéa. Il accompagnait les gens dans la sensibilisation. Si des ONG venaient pour des sensibilisations ou la vaccination, il l'accompagnait, il les accompagnait. Donc, quand l'UNICEF a amené ce projet, on ne l'a pas pris, comme je l'ai dit, mais il dit qu'il ne peut pas travailler pendant 8 ans et qu'un projet aussi important pour lui vient alors qu'il va gagner peut-être un peu plus qu'il gagnait avant. Donc, il a fait tout, il a fait preuve de persévérance pour être intégré. Donc, il y a les RECO. Peut-être les RECO, c'est avec l'UNICEF. Peut-être c'est comme les autres, on a dit, vous êtes RECO, même ceux qui avaient d'autres statuts, même si leur statut salarial et autres ne changeait pas, parce qu'eux, ils pensent que c'est ça, ils sont salariés, alors que les ONG pensent que ce sont des primes. Même si ça ne change pas, d'un coup, on les appelle directement RECO, parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas vraiment la raison pour laquelle on les appelle RECO. Donc, il y a beaucoup de facteurs, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas homogène, la question des RECO. Pour compléter la question de Dr. Ramadan, non seulement la question d'opportunité, il faut savoir que les RECO sont à la plus d'opportunités. Les RECO sont donc comme terrain à l'infini des opportunités, sauf que le recrutement se fait en fonction des cas positifs. Par exemple, 80% des cas positifs sont concentrés à connecter. On n'a pas considéré qu'à l'intérieur du pays, il y avait une priorité de faire appel aux agents communautaires ou aux RECO. Donc, ça, c'est le premier acteur qui fait qu'ils n'ont pas été sollicités officiellement. Cette fois-ci, on n'a pas besoin il n'y a pas des cas très importants à l'intérieur du pays pour être concentrés à connecter. Donc, c'est une raison pour laquelle, aussi parmi les facteurs déjà cités,
fait qu'en fait, on ne les a pas sollicité. Bien qu'il y a le risque de sensibilisation héritier d'Ebola, parce que beaucoup d'agents communautaires ont été chassés dans les communautés parce qu'il y avait une forte stigmatisation et on a eu beaucoup de problèmes d'adaptation et même de réinsertion ou de cohabitation. Ce qui est important, c'est qu'ils sont toujours à l'affût de ce contenu. Cette fois-ci, on ne les a pas sortis. Parce qu'il n'y a pas assez de cas à l'intérieur. Professeur, notre question maintenant est de savoir, c'est par rapport au délaissement des mesures barrières. Est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas à la maladie, au coronavirus, qu'ils ne portent pas les masques et autres, comme on a dit, ou c'est parce qu'ils veulent s'identifier à la communauté pour éviter les risques? C'est ça la question. Oui, mais c'est vrai que non seulement ils n'ont aucun intérêt à s'impliquer, ça a été dit, pour faire porter les masques. Vous savez que même s'ils ne croient pas à la maladie, il faut déjà beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il n'y a pas d'opportunité pour eux, aucun avantage pour eux de s'impliquer et de prendre le risque par rapport à la communauté. Mais s'il y avait des moyens à leur disposition, ils ont toujours su trouver des moyens de trouver l'équilibre entre le risque qu'ils prennent par rapport à la communauté et les avantages qu'ils tirent du financement des ONG. Donc, c'est un problème de stratégie, de survie dans un contexte qui est très peu difficile. En fait, moi, pour ça, je me disais. Non, il n'y a pas de souci. Justement, j'avais demandé, je voudrais juste savoir, avant de vous poser une autre question, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou pas? Alors, dans ce cas, allez-y, et du coup, Titiane, on va revenir en partenariat avec Non, mais c'est le même sujet. Je me disais que, pour ça, en fait, par exemple, au niveau de la sensibilisation, parce qu'on a vu, on a vu ici beaucoup de jeunes qui, dans un quartier comme ça, pouvaient se aider à 2-3, et puis se mettre en groupe et aller chercher des financements pour faire la sensibilisation. Je me disais par exemple que ces réseaux-là, même si on ne les a pas impliqués, même s'ils n'y croient pas, étant donné que, bon, il y a quand même un volet business à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, vu leur situation assez précaire, ils auraient pu se dire, tiens, on ne croit pas à cette maladie, en gros, ce n'est pas notre problème, les gens ne croient pas. Mais si nous, 4-5 mois, on se met ensemble, on essaie d'aller voir tel ou tel, on dit qu'on veut sensibiliser les populations, peut-être qu'on peut nous donner quelque chose. Peut-être c'est aussi le profil. Voilà, c'est pourquoi je voulais. Le contexte, on a dit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas que les ONG, il y a même des postes politiques. Pour la campagne, il y a beaucoup d'opportunités. Et dans ces zones-là, reculées, il n'y a même pas le prix de mettre un litre de licence et faire la fierté. J'aimerais ajouter une question qui est sur le chat pour Sékou. Pour Diane, pardon. Maurice Sandoulot et Nabel, vous savez qu'Annabelle intervient. Maurice Sandoulot demande: le port du masque était observé même en zone rurale au début par la quasi-totalité de la population. La baisse de la garde par les autorités, les activités politiques, dont les campagnes, n'ont-elles pas influencé l'attitude des recours? La question. La question, c'est est-ce que au début tout le monde portait le masque et en fait il y a eu un contexte politique particulier, il y a eu le fait que la sensibilisation n'a pas été la même en zone rurale qu'en zone urbaine. Est-ce que ça, à ton avis, ça a influencé la façon dont les recours avec qui tu as travaillé ont perçu l'épidémie et ne s'en sont pas préoccupés? Oui. Et disons, on peut souligner aussi une différence à ce niveau entre la zone urbaine et la zone rurale. Même si au début, on respectait, on portait les masques, mais en zone rurale, on ne portait pas. Quand on prend par exemple le poste de santé de Dindéa, c'est la chef de poste seulement qui avait un masque et ça, elle ne portait même pas. C'est-à-dire, au début, il y avait une différence parce que à Sabou, qui se trouve en ville, là-bas, tous ceux qui venaient au centre de santé étaient obligés de porter pour rentrer. Alors qu'au poste de santé de Dindéa, personne ne portait, on ne demandait à personne. Non seulement le personnel ne portait pas, à plus forte raison dans le village. Donc, peut-être que la sensibilisation
D'abord, puisqu'il y a, disons, des aspects contraignants, si tu vas à l'hôpital, tu es obligé de porter, il y a la police aussi en zone urbaine. Là, non seulement il y a l'aspect contraignant, il y a aussi la sensibilisation, parce que la sensibilisation, c'est vrai, au début, il y avait beaucoup de structures qui ont fait des sensibilisations en ville, mais ils n'ont pas fait dans les villages. Certainement, ça a eu un impact, petit soit-il, sur le port de masque de Zénith. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Tidiane pour cette présentation. On va devoir arrêter là cette session de discussion.